Merci d'être resté avec nous. Bonbons, barres, chocolatés, pâtisseries, si rien qu'à l'évocation de ces aliments, vous commencez à saliver, c'est que vous êtes un bec sucré. L'envie de sucre est très fréquente et le sucre est un élément incontournable de notre alimentation. Il contient du glucose, véritable carburant qui permet aux muscles de se contracter. Alors d'un côté, le sucre nous est indispensable, de l'autre, il est pointé du doigt parce que consommé en excès, vous le savez, il génère surpoids, diabète et caries. Alors comment trouver le bon équilibre? Qu'est-ce qui différencie les sucres rapides des sucres lents? Quel impact une alimentation trop sucrée peut-elle avoir sur notre santé? Coup de chance, on a deux nutritionnistes pour répondre à toutes vos questions. Le docteur Pascal Modaille, bonjour. Bonjour. Et le docteur Patrick Serrogue. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là. Aurélie nous dit qu'elle n'arrive pas à être raisonnable avec les produits sucrés. Elle demande si le sucre est addictif ou est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce qu'on peut parler d'une addiction? Alors oui, on peut parler d'une addiction. C'est un terme que les nutritionnistes n'aiment pas trop concernant les aliments. Mais moi, je me suis rapprochée d'un addictologue, que vous connaissez bien d'ailleurs, William Lowenstein, et on est en train de travailler là-dessus, parce que quand on a un regard addictologique, on voit que le comportement avec les circuits du plaisir, le circuit de la récompense, le sucre, les produits gras sucrés, font sécréter les mêmes neuromédiateurs que le plaisir qu'on peut avoir quand on fume ou quand on est addict à Internet. Et oui, alors tout le monde n'est pas addict, c'est ça qui est important. Là, c'est du plaisir et les autres, c'est l'addiction. Les addictions, ça correspond à certains critères et on est en train de travailler d'ailleurs sur une échelle pour justement arriver à discriminer si c'est de l'addiction ou pas de l'addiction. C'est pas décrit dans la littérature scientifique? Alors dans la littérature scientifique, on ne parle jamais de l'addiction au sucre, mais quand on regarde les critères pour l'addiction au tabac, à l'alcool ou à d'autres drogues, on peut tout à fait les appliquer aux produits alimentaires. Ça veut dire qu'il faudrait faire un sevrage? Moi, c'est ce que je fais avec certains de mes patients. Oui, on se rend compte que, puisqu'en fait, l'envie, elle correspond à une émotion. C'est ce qu'elle vous dit. Est-ce que c'est psychologique? C'est cette émotion. L'addiction, c'est mettre une émotion sur une souffrance. Ça correspond à une émotion, à une souffrance. Et donc, un produit apaisant. Un produit apaisant. Et la dopamine, la noradrénaline sont sécrétées quand on prend un produit sucré de la même façon que quand on peut prendre une drogue. Mais quand on parle d'addiction, on parle de vie un peu réglée autour du produit addictif. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui, toute la journée, sont à la recherche du sucre. Sinon, ils sont pas bien dans leur peau. Parce que c'est ça. L'addiction au tabac, c'est quelqu'un qui, s'il n'a pas sa cigarette... Alors là, vous parlez effectivement tout à fait de la dépendance. Mais pour certaines personnes, d'abord, il y a d'autres critères qui rentrent dans l'addiction. Il n'y a pas que ça, mais ce sentiment, ce qu'on appelle le craving, cette compulsion, on vous dit... Voilà, impossible d'y résister, et puis un soulagement quand on le mange, et puis souvent après derrière une culpabilité, parce que l'addiction, c'est l'impossibilité de contrôler un comportement alors qu'on sait qu'il peut vous faire du mal. Et vous disiez tout à l'heure, le sucre ne fait pas de mal à tout le monde, c'est l'excès qui fait du mal, mais ça peut donner des caries, ça peut donner un surpoids, et on a bien envie parfois de ne pas craquer sur toute la tablette. Or, il y a des gens qui arrivent à manger un carré de chocolat et être très contents, et puis il y a des gens, quand ils commencent le carré, ils ne peuvent pas s'arrêter. Mais il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas de dépendance prouvée. C'est ça un petit peu la différence entre les addictologues et les nutritionnistes, en fait. C'est qu'il n'y a pas le sevrage. Et vraiment, quand vous êtes sous héroïne, sous cocaïne et que vous êtes sevré, vous avez des manifestations que vous ne retrouvez pas. Le manque terrible. Alors, Patrick, si je peux me permettre, oui, absolument. Moi, je suis pas d'accord parce que maintenant, moi, j'ai vraiment étudié beaucoup avec ce spécialiste qui est William Lowenstein de l'addiction. Et en fait, il n'y a pas que le sevrage physique, mais l'angoisse, la mauvaise humeur, la nervosité, on peut la voir. Des patients qui vous disent si j'ai pas mangé quelque chose, si j'ai pas pris mon carré de chocolat ou le bonbon, eh ben je suis pas bien. C'est physique ou c'est psychologique? Est-ce que c'est le côté physique de l'addiction et le cerveau dans la cigarette, les symptômes du sevrage, ils sont pas physiques. Ils sont physiques aussi. Mais ils sont pas que physiques. Non, mais ils sont aussi physiques. Il y a pas comme le manque, il y a pas le manque. Alors on va pas passer toute l'émission. On va continuer avec quelques questions. Dans les addictions comportementales, comme les addictions Internet, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas forcément de manque physique pour parler d'addiction. Donc je sais bien que c'est pour ça que les nutritionnistes n'aiment pas le terme d'addiction, mais justement, on va développer cette échelle pour montrer qu'elle est applicable aussi. Là, on va continuer avec Fanny qui demande comment diminuer l'envie de sucre parce que je suis une bouche à sucre. Chaque fin de repas, je ne peux pas m'empêcher de manger du chocolat. Bon, d'abord, il faut dire une chose, c'est que le fait de consommer du sucre en lui-même, un produit purement sucré, n'est pas un problème pour l'organisme. Alors pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de le stocker.
Si on voulait stocker du sucre, on serait obligé de stocker des molécules d'eau avant, et on serait des vrais bibins d'hommes, on ne pourrait pas bouger. On sait très bien stocker le gras, mais pas le sucre. Et en fait, le meilleur moyen pour justement avoir cette sensation de réplétion au sucre, eh bien, c'est d'en consommer. Mais de consommer pas un produit sucré et gras, de consommer plutôt un produit très sucré pour essayer de ressentir ce qu'on appelle un phénomène d'aliesthésie, c'est-à-dire de saturation et d'écœurement. Et c'est quoi un produit très sucré? Un produit très sucré, ça peut être du sucre, de la confiture, du miel, des bonbons. Alors après, il y a le chocolat. Alors, le chocolat, c'est un aliment très à part. Le chocolat noir? Non, pas forcément. Ça peut être le chocolat au lait. Non. Mais le chocolat en lui-même, c'est un aliment vraiment très à part. Parce qu'en fait, on s'aperçoit dans ce que tu appelles les addictions, puisque on s'aperçoit que lorsque l'on donne du chocolat tous les jours, que l'on le prescrit, et qu'on l'oblige, c'est-à-dire on dit, même si vous n'avez pas envie de chocolat ce jour-là, vous allez quand même en prendre, et on s'aperçoit à ce moment-là que l'envie de chocolat diminue. Il va continuer, mais dirons-nous, il n'y a plus cette espèce de pulsion absolument. Alors ça c'est vrai chez certaines personnes, mais chez d'autres, on leur dit vous allez vous sevrer du chocolat pour oublier, passer à autre chose, et ils arrivent aussi à se sevrer. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que chaque personne est différente. On a beaucoup, on travaille, toi et moi, sur les régimes, on le voit bien à quel point c'est différent selon les personnes. Et je crois que pour certains, c'est de l'addiction et il faut faire un sevrage. Et pour d'autres, c'est exactement ce que tu dis. Il ne faut pas l'interdire, il faut presque les obliger et ça va les dégoûter. Je croyais qu'on parlait plus de régime. Je croyais que le mot régime était banni. Le mot régime, mais nous, on ne sait pas comment on fait maigrir sans régime. Donc, moi, je ne sais pas. Face aux modifications alimentaires. Voilà, modification alimentaire. On va dire comme ça pour ce mot-là, oui. Si l'on n'a pas de problème de poids ni de diabète, une consommation importante de sucre est-elle tout de même dangereuse? Qu'on se brosse les dents. Non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux de manger beaucoup de sucre puisqu'on va l'oxyder extrêmement rapidement. Et donc, après, il faut surveiller évidemment sa glycémie parce qu'au cours du temps, il peut y avoir un dérèglement de la glycémie. Mais je connais des patients qui n'ont jamais eu ce problème, qui mangeaient un kilo de confiture par jour, qui avaient un poids stable et qui n'avaient pas ce problème-là. C'est pas dangereux en soi. Et il m'arrive souvent de resucrer mon coca. Pas du coca allégé, du coca normal. Est-ce que ça représente un excès de sucre dans mon alimentation? Ça dépend du reste. Ça dépend du reste. Ça dépend combien elle en boit. Non, mais le coca, c'est déjà quand même très sucré. Très sucré, c'est déjà très sucré, mais pas plus que le jus d'orange. C'est pas plus sucré que le jus d'orange. Non, pas plus sucré que le jus d'orange. Donc, c'est pas fréquent de resucrer un jus d'orange? Plus que le coca, à mon avis. S'il est un peu acide, Les sucres cachés ont-ils les mêmes effets néfastes sur la santé que le sucre en poudre ou en morceaux en ce qui concerne les caries, diabète, etc. C'est du sucre. C'est toujours du sucre. Le sucre caché, c'est un sucre simplement qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on trouve dans quoi, par exemple? On en trouve dans du chocolat, donc on ne voit pas le sucre. Dans les biscuits, dans les biscuits, dans les fruits, oui. Dans les barres de céréales que vous avez citées, on sent le sucre, mais on ne le voit pas. Donc il y a beaucoup d'aliments dans lesquels on ne voit pas le sucre. Et puis, on rajoute du sucre dans ta préparation. Quand vous prenez un yaourt aux fruits, on voit le sucre. Donc, voilà. Du sucre un peu partout. Noufi fait à peu près 4 à 6 heures hebdomadaires de sport. Ai-je besoin de manger beaucoup de sucre? Parce qu'on a dit que c'était le carburant des muscles. C'est sucre-lent plutôt. Oui, absolument. C'est nécessaire. Il faut qu'il mange des protéines, bien sûr, parce qu'il va consommer beaucoup de protéines. Mais il a besoin de manger du sucre parce que le sucre est le carburant essentiel du muscle. Donc s'il veut continuer à avoir cette activité, il faut qu'il le fasse. Alors on avait dit au début qu'on allait donner des conseils, des recettes. On nous demande au restaurant, je demande toujours quel dessert est le moins sucré. Est-ce que vous avez des conseils, demande Caroline? Alors les salades de fruits, les fromages blancs au faisselle avec des coulis de fruits. Patrick. Et pour les vrais gourmands, après, on descend. Les mousses de fruits, voilà. Les mousses de fruits, puis après les glaces. On a des tartes aux fruits, voilà. Et puis après ça devient de plus en plus sucré. Les on a les sorbets, c'est clair. Les profiteroles, c'est pas très sucré. Non, Michel. Non, c'est quand on met de la chantilly. C'est quand on met de la chantilly en plus. C'est ce que je fais, au-dessus du chocolat. On va voir ça. Parmi les aliments les plus riches en sucre, on trouve bien sûr les pâtisseries. Difficile de faire un gâteau sans sucre, mais l'expérience se tente. Que se passe-t-il lorsqu'on ne sucre pas sa préparation? Peut-on revisiter des gâteaux très sucrés en allégeant nettement leur proportion de sucre? Sortez les carnets de recettes, prenez des notes, et puis sinon évidemment ça sera sur allodocteur.fr. Voyez ce reportage de Mathieu Vibo et Mélanie Morin. Il peut nous rendre accros. En poudre, en carré ou dans nos douceurs préférées, le sucre est partout. Mais pour notre santé, mieux vaut limiter sa présence. Place donc à une petite expérience. Annabelle va nous préparer 3 versions de cake. Cake un peu, beaucoup, pas du tout sucré. Les ingrédients essentiels pour faire un cake sont bien sûr la farine, le sucre, les œufs, le beurre et la levure. Faites fondre 150 g de beurre à la casserole et pesez votre sucre.
Alors pour cette recette, on met 170 g de sucre. J'ai choisi un sucre roux pour renforcer la saveur. Incorporez 3 œufs dans le sucre et battez le tout. Alors quand on mélange les œufs et le sucre, il y a une émulsion qui se crée. C'est-à-dire que le mélange devient très mousseux. Donc le sucre va pouvoir apporter après dans la cuisson le moelleux et la couleur au gâteau. Dans un saladier, versez 180 g de farine, ajoutez-y un sachet de levure et l'émulsion d'œufs et de sucre. Reste à incorporer le beurre fondu et un soupçon d'huile de coude. Versez l'appareil dans un moule, la pâte du premier cake est terminée, place à la deuxième version, allégée en sucre. Dans cette deuxième version, on va mettre 130 g de sucre, donc c'est à peu près 20% de moins que sur la recette initiale. Au niveau de l'émulsion, on voit bien en fait que ça ne change pas grand-chose. Donc on a bien conservé la quantité nécessaire pour que l'émulsion se produise. Donc le seul changement qu'il y aura, ce sera au niveau du goût. Et enfin, troisième et dernière version, le cake 0 sucre. On garde les mêmes ingrédients et on recommence. Seul changement, le sucre a disparu. Et elle ne montera pas, elle ne va pas lever aussi bien que les autres. D'où l'intérêt du sucre quand même. Les 3 pâtes sont prêtes, reste à enfourner le tout. Et c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Et après cuisson, le cake sans sucre est facilement identifiable. On voit très bien que le cake a l'air beaucoup plus desséché, il est beaucoup plus plat, il a beaucoup moins monté. Il a un peu doré, mais c'est un doré qui est pas très appétissant quand même. Alors que sur les deux versions avec 100% de sucre ou moins 20% de sucre, on a une texture qui est plus appétissante, plus aérée et un luisant également qui donne envie de déguster. Côté goût, pour moi en tout cas, c'est sans équivoque. Alors le premier que j'ai goûté me paraît beaucoup plus sucré et j'avoue que je préfère celui qui est plus sucré. C'est ça? Oui, c'est ça. Le premier, c'était en effet celui qui est le plus sucré. Chacun ses goûts et son palais. Si vous optez pour une version moins sucrée, rien ne vous empêche de l'agrémenter de pépites de chocolat, de cannelle ou de gingembre, car c'est bien connu, l'appétence au sucre est très variable selon les individus. Mais oui, c'est pas grave, Mélanie, c'est pas grave. Si on utilise des substituts, on nous dit, j'en ai souvent parlé de stevia ou de maltitol, quel substitut de sucre est le meilleur? Alors qu'est-ce qu'il y a qui donne le moins de goût et qui soit pas dangereux pour manger cru ou cuit? Moi, j'aime bien le sucralose. Je trouve que c'est celui qui a le moins de... Enfin, qui a vraiment le goût le plus proche du sucre, qui n'a pas d'arrière-goût ni de réglisse. On trouve en poudre et en... On le trouve en poudre, absolument. Peut-être même en liquide, mais en tout cas en poudre, c'est sûr. Hein, dans tous les bons hypermarchés. D'accord. Et franchement, il cuit. Oui. Et je trouve que vraiment... Et la stevia, c'est pas la révolution annoncée? La stevia, c'est effectivement issu d'une plante, c'est pour ça que ça a donné ce côté naturel et tout ça, mais ça a un arrière-goût de réglisse. Donc c'est pas très agréable, gâteau, qui ne disparaît pas non plus à la cuisson, donc dans un gâteau c'est un petit peu dur. Et vous êtes d'accord aussi avec le substitut? Oui, le sucralose c'est certainement celui qui est... C'est une molécule de sucre qui a été légèrement modifiée, et c'est la molécule qui ressemble plus au point de vue goût au sucre. Et qui permet de faire monter les gâteaux, tout, c'est bon? Alors ça, Oui, on peut cuire, on peut faire monter les gâteaux. Est-ce qu'il monte aussi bien? Je ne sais pas. Il monte parce qu'il a gardé la structure du sucre. D'accord, c'est pour ça enferme les particules. Ça enferme les particules. Les faux sucres sont souvent montrés du doigt. Que faire pour remplacer le sucre sans danger? On vous l'a dit. Je crois qu'ils sont sans danger de toute façon. Je repose la question. Alors, il reste la question. Jusqu'aujourd'hui, on a... aucune preuve. On attend la publication effectivement officielle fin juin sur l'aspartame. Bon, ça concernait surtout les femmes enceintes. Oui, surtout sur les femmes enceintes. Sur la stevia, on a absolument aucun rapport délétère, ni sur le sucralose pour l'instant. Et Alex demande que penser de la possible toxicité du fructose. On le trouve où? Dans le fruit? Dans le fruit, oui. C'est le sucre du fruit. Vous n'allez pas répondre à la place de l'invité. Mais elle a envie, Non, mais si on la laisse, elle fait tout Mais ça paraît un peu évident, excusez-moi de vous le dire. On s'en va tous les trois, on va voir si elle arrive à répondre à toutes les questions. Solidarité féminine, moi je reste avec ça. Bien, on va mal, Pascal. Le fructose, c'est le sucre du fruit. Alors, le grand avantage du fructose, c'est qu'il n'augmente pas l'insuline. Mais le grand inconvénient du fructose en grande quantité, c'est qu'il augmente les dépôts de graisse à l'intérieur du foie.
Donc si on en mange de grandes quantités, on augmente un phénomène aujourd'hui malheureusement qui se répand de plus en plus avec l'obésité, qui est ce qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est-à-dire le foie gras, tout simplement. Et pourquoi le sucre augmente le dépôt de graisse? Bien parce que le fructose a cette propriété justement d'être transformé un petit peu, de stimuler, dirons-nous, la synthèse de graisse. D'accord. Alors Marina, je ne suis pas diabétique, mais mon taux de glycémie est limite. Vous avez dit me vérifier, c'est bien. Le sirop d'agave est-il bon pour moi? Le sirop d'agave, moi je Attendez, commence... madame, vous permettez, je pose la question à Marina. Moi, je préfère laisser répondre Pascal. Voilà. Très bien. C'est quand même sucré. Alors c'est un meilleur index glycémique, c'est un peu moins sucré que le sucre. Mais si on en met plus parce qu'on pense que c'est mieux, ça va revenir au même, quoi. Donc je pense que c'est l'excès qui est nocif. Mais c'est bon, hein, le sirop d'agave. Moi j'ai testé Mais on ça peut. depuis que Solveig Darigo nous en a montré dans des recettes. C'est pas mal. Hein. Oui, c'est bien. C'est bon, mais ça n'a... Je crois que c'était important de le dire. Mais bien sûr, Michel, alors ça passionne la France entière. Vous faites bien de le dire, Il Michel. y a 1 million de personnes qui viennent de l'apprendre et je crois qu'elles en sont Je ravies. ne suis pas sûre qu'ils vivront la journée de la même façon maintenant. Certainement. Vous vouliez dire peut-être quelque chose d'intéressant aussi? Sirop d'agave, c'est très très bien. Mais il y a tout le temps des phénomènes de mode. Vous savez. Oui, voilà. Un jour c'est le sirop d'agave, C'est ça. un jour ça va être un autre Vous sucre. dites que je suis sensible au phénomène de mode. Oui, c'est sensible. Ah ça, il vous le dit carrément. On vous demande si dans le pain, ce sont bien des sucres lents et s'ils ont les mêmes propriétés que les sucres rapides. Alors, ça va dépendre des pains. Voilà, Hein. ça va dépendre des pains. Donc si c'est du pain artisanal, une baguette tradition, elle a un très bon index glycémique. C'est parce Donc c'est qu'elle plus près du sucre lent. sucre Oui. lent. La baguette classique qui est plus aérée Elle est haute. ou le pain de mie, l'index glycémique est moins bon. Voilà. D'accord. Mais alors on va compliquer les choses en disant que si on met un peu de beurre dessus, l'index glycémique s'améliore. Donc il faut, c'est bien l'index glycémique, mais c'est quand même très compliqué De toute façon, au je quotidien. crois qu'honnêtement, les téléspectateurs ne comprennent jamais rien à cet index glycémique. C'est quand même un compliqué. truc hyper compliqué. Mais c'est-à-dire que c'est la capacité, la vitesse avec laquelle on absorbe le sucre. Ah, Michel, qu'est-ce que vous avez là Vous aujourd'hui? êtes en train de dire à nos téléspectateurs qu'ils sont débiles. Et pas du tout. Ah, si. C'est très compliqué. C'est compliqué Non, pour si, tout si, le vous monde. l'avez dit. Non, Je en suis désolé. général, on comprend qu'il faut consommer des aliments à l'index glycémique bas, mais c'est à peu près tout ce qu'on comprend. Oui, parce que ce qui est encore plus compliqué, c'est que vrai ça change. Mais non. Oh, de c'est la... casse-pied aujourd'hui. Question suivante, Marina. Oui, merci. Ah bah, vous avez qu'à nous dire ce qu'on fait. Ben voilà, parce que répondre à nos questions. Très bien. On va vous faire... Marie-Kate dit que depuis qu'elle mange moins sucré pour cause de surpoids, elle a du mal à aller à la selle. Est-ce que c'est lié? Non. Alors non, parce que normalement, peut-être qu'elle mange moins de fibres. Voilà. Et que dans ces fibres, il y a effectivement des glucides, c'est peut-être ça. Et en diminuant sa quantité de fibres, effectivement, elle change son alimentation et elle va aller moins souvent à la selle. C'est pas pour ça qu'elle est constipée. À la constipation, c'est quand même aller moins d'1 fois par semaine à la selle. Donc il y a quand même une différence entre aller 2 fois par jour et 1 fois par semaine. Donc non, c'est juste, je pense, le fait qu'elle ait modifié son alimentation et qu'elle a diminué la quantité de fibres. C'est marrant cette expression, aller à la selle. Ça m'a toujours fait rire. Vous dites comment, vous? On va pas le savoir. On va pas le savoir, on s'en fout. Vous voulez vraiment que je vous le dise? Oui, je veux. Pour le million de téléspectateurs qui sait déjà. Non. Je vous dirai. La dernière émission de ma carrière, je le dirai. D'accord. Est-ce qu'on peut lancer un sujet en attendant? Lancer. Certaines personnes n'ont pas le choix, elles doivent contrôler leur consommation de sucre. C'est le cas des personnes diabétiques qui apprennent à gérer leur rapport en glucose grâce à des ateliers thérapeutiques. Vous voyez ce reportage à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, un reportage de Mathieu Vibo et Mélanie Morin. On en mangerait. Mais mieux vaut ne pas s'y risquer. Ces aliments factices sont l'outil essentiel de cet atelier. Ici, les patients diabétiques viennent chercher des repères, car gérer sa consommation de sucre au quotidien n'est pas un jeu d'enfant. Vous allez voir, on va faire un petit jeu. Parce que vous avez bien compris que du coup, moi, le but du jeu, ça va pas être de vous dire faut manger ci, faut manger ça. Mais c'est plutôt de regarder ensemble un peu dans l'alimentation à quoi ça correspond. Grâce à des exercices ludiques, les patients apprennent à quantifier le sucre présent dans certains aliments, mais le calcul n'est pas si simple. À votre avis, dans ce petit bout de pain, il y a combien de sucre? 2. Et bien quand vous mangez du pain, il y a la moitié du poids, c'est que du sucre. Donc c'est pas de sucre. Hein. Mon pain, il fait 60 grammes. Vous allez voir, je vais vous donner un truc mémotechnique. Vous mangez votre morceau de pain, 60 grammes. Et bien ça va faire, je vous les laisse mettre. Quand vous mangez 60 grammes de pain, vous mangez l'équivalent de 6 carrés de sucre. Pas question pour autant d'appliquer un régime restrictif. Il s'agit plutôt d'équilibrer ses besoins et ses dépenses en sucre. À votre avis, quand on a une activité physique moyenne, notre corps va dépenser combien de petits carrés de sucre par jour? Trentaine? Une trentaine? Oui. À peu près, ouais. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je dirais moins. Moins? Une vingtaine? Oui, 15-20. 15-20?
Non, quand on a une activité physique moyenne, notre corps il dépense à peu près 50 carrés de sucre par jour. Objectif, faire de ces diabétiques de parfaits gestionnaires de ce que la diététicienne appelle le budget santé. Nous, on aimait bien le système de budget dans le sens où ça responsabilise les gens. C'est voilà, on n'est pas dans les interdits ou les autorisations, mais de vraiment dire vous gérez les choses comme vous l'entendez, comme on gère un budget. On n'a pas à dire aux gens il faut faire ci ou il faut faire ça, mais on gère. Et la gestion peut s'avérer plus complexe quand on a affaire à d'autres types de sucre comme le fructose. Alors celle-là, effectivement, elle vous paraît plus acide que celle-là. Donc on a l'impression qu'elle est moins sucrée. Mais en fait, non, elle est juste plus acide. Mais celle-ci ou celle-ci, c'est exactement la même quantité de sucre et ça sera 4. D'accord. Ce qui m'a surpris, c'est le nombre de sucres qu'il y a dans les fruits. Excepté les fraises et les framboises, mais... ça, c'est pas parce qu'on voit sur un étiquetage que c'est marqué sans sucre ajouté qu'un jus de fruits, ce n'est pas un sucre. Un grand verre de jus de fruits peut avoir autant de sucre que dans un grand verre de soda. Et pour combattre ces idées reçues, l'atelier est l'endroit idéal car le diabète nécessite une véritable éducation thérapeutique. En termes de disponibilité, les consultations des médecins, c'est pas 1 heure, donc ponctuellement vous allez poser des questions. Et puis là, je pense que l'intéressant, c'est ça, c'est l'idée d'utiliser les carrés de sucre. Visuellement, ça vous dit quelque chose. Ce que vous disiez tout à l'heure, 10 grammes de sucre ou 60 grammes de sucre dans un aliment, on n'a aucune idée de ce que ça représente. Alors qu'effectivement, quand on le visualise plutôt en carrés de sucre, ça parle nettement plus et je pense que c'est ça qui est intéressant, quoi. Avec tous les aliments. 2 heures plus tard, les sucres n'ont plus de secret pour les participantes. Chacune repart avec un fascicule pour noter ce qu'elle consomme au quotidien. Mais on connaît la chanson, l'idéal est de manger de tout en quantité raisonnable. 23, 24, voilà. Jolie pizza. Clem demande comment bien lire les étiquettes pour manger moins sucré. Est-ce que si on lit par exemple effectivement ce qu'il y a sur les yaourts, tous ces produits-là, est-ce qu'on c'est simple de savoir ce qu'on consomme? Ils vont se compliquer la vie, là. On ne dit pas de régime. C'est très compliqué avec les étiquettes de savoir. Ce qu'il faut, c'est avoir une alimentation, qui nous fasse plaisir, qui soit avec un maximum d'aliments, tout simplement pour avoir la panoplie des vitamines, des minéraux dont nous avons besoin. Donc, en fait, et puis il faut l'adapter à chacun. Nous n'avons pas la même culture non plus. On a vu qu'il y a des gens de cultures différentes, donc il faut l'adapter à leur tradition. Donc c'est ça, la règle d'or, c'est la régularité d'une part, et d'autre part d'avoir des repas assez complets. Parce que les gens essaient tout le temps de se restreindre, et en se restreignant, en fait, ils vont se priver d'éléments dont ils ont besoin, et ils vont de nouveau synthétiser de la graisse. Donc, soit on n'a pas de problème de santé, on fait ce qu'on veut, soit on a un problème spécifique, et là il faut apporter une réponse spécifique avec un conseil par un spécialiste, parce qu'on peut pas, c'est pas la même chose selon l'âge, selon le mode de vie, selon les pathologies, donc il faut faire du sur-mesure, c'est très important. Le sucre blanc a-t-il le même pouvoir sucrant que le sucre roux, Laura? Oui, parce que le sucre blanc et le sucre roux, la différence, ce sont les brindilles que l'on n'a pas enlevées du sucre roux. On a toujours voulu faire croire que c'est plus naturel, mais en fait, le sucre roux, ce ne sont que des brindilles qui restent autour et qu'on n'a pas enlevées. C'est que du marketing. Ce qui fait naturel, c'est la forme, surtout du sucre roux, qui en général, quand il est vendu sous forme un peu brute, qui donne l'impression qu'on l'a sorti d'une carrière. Comme les sucres en forme de cœur, c'est pas meilleur pour le cœur, quoi. Vous n'êtes pas blonde, mais non, elle vous a envoyé une réplique pour une blonde. Ok. Mais je la trouve très bien, Pascal. Une question peut-être. Votre nom, c'est Pascal Modaille. Sébastien demande si le miel est un bon substitut au sucre. Alors c'est un peu moins, ça peut être utile, oui, parce que c'est bien. C'est un mélange de sucre. On peut en mettre beaucoup, on peut en mettre un peu moins, puis ça change un peu, c'est bien. C'est très bien, en tout cas, que ce soit de la confiture, du miel, un morceau de sucre, on se retrouve toujours avec la même catégorie d'aliments à la base. D'accord. Voilà. Enceinte, pourquoi a-t-on envie de plus de sucré? Pas forcément. C'est les envies de fraises, les fameuses envies de fraises de la femme enceinte. Forcément, je pense que c'est toujours cette sécrétion, c'est les circuits du plaisir, donc la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine. On parle, puisque vous parliez d'addiction tout à l'heure, on sait que ceux qui arrêtent de fumer, en revanche, ils ont souvent plus envie de sucre parce qu'ils retrouvent le goût et l'odorat. Alors, pas du tout pour. Enfin, ça peut être ça, mais c'est pas pour ça. Il y a plusieurs explications. Je vais essayer de continuer. Non, je vais y aller. Alors, je vais répondre à nos téléspectateurs, si vous voulez bien, pendant que vous faites la regardez, la caméra, elle est devant vous, là-bas. Donc, je vais vous expliquer. En fait, quand on arrête de fumer, déjà, la nicotine, ça coupe l'appétit un petit peu, ça joue. Mais
surtout, on a besoin de stimuler ce circuit du plaisir qui tout d'un coup se trouve sevré de sa dose de nicotine, et des produits sucrés, comme je vous le disais, le stimulent aussi. Donc, et puis après, il y a le grignotage, aussi avoir quelque chose dans la bouche. C'est pour ça qu'on doit se faire aider quand on arrête de fumer. 3 très bonnes raisons, Pascal. Est-ce qu'on doit manger sucré le matin pour éviter d'être en hypoglycémie à 11 h et craquer pour du sucré en attendant le repas de midi? Il vaut mieux ne pas manger très sucré le matin. Des sucres lents, Voilà, parce que si on mange des sucres rapides, on aura plus facilement une hypoglycémie à 11 h. Donc manger du pain avec du jambon, manger un petit morceau de fromage. C'est mieux que la tartine de confiture et de miel. Alors, si on veut ralentir le passage du sucre, il faudrait mettre un petit peu de beurre, comme l'a dit tout à l'heure Pascal. C'est le fameux index glycémique. D'accord. Mais en fait, le mieux, c'est quand même d'avoir une source de protéines avec du pain. Parce qu'on a besoin aussi d'un petit peu de sucre pour remettre le moteur en route le matin. Donc, un petit peu de sucre, mais pas trop. Et une dernière question rapidement. Est-ce qu'une consommation régulière de sucre peut aggraver l'acné, voire même la provoquer? Il n'y a jamais entendu ça. Non, ça c'est une légende. C'est parfait, c'était rapide. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Je surveillerai que vous soyez quand même réinvités, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie pas s'y opposer. Demain, dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur les implants dentaires. Vendredi, les assiettes toxiques, donc tout ce qui peut polluer nos assiettes et menacer notre santé. L'émission de vendredi étant enregistrée demain matin, on attend vos questions sur les assiettes toxiques dès à présent. Michel, on se retrouve lundi, vous? Moi, je reviens lundi. Et là, il y a un doc animalier. Vous aimez les films de gladiateurs, Pascal? Avec vous, pourquoi pas? Oui, c'est bien, mais il n'y en aura pas dans le doc qui suit, puisque c'est un truc sur le zoo. C'est un film, c'est pas un truc, Michel. C'est un film, un doc dans la nurserie d'un zoo. C'est un truc passionnant. Bon, mais ça n'a rien à voir avec les gladiateurs. Mais non, juste ça, c'était une info que je voulais. C'était une blague, d'accord. Non, c'est pas une blague, je partais à la pêche aux infos. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À lundi? Lundi, oui. Puisque Benoît va être là pendant 2 jours, à ma plus grande joie, bien sûr. Et au grand espoir, vous ne serez pas là. Ça peut être bien. À demain. Très bon après-midi. Au revoir. Plus d'infos santé dans Allo Docteur sur France5.fr.